Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Dans cet épisode, au cœur de l'action, je reçois Jeff Ménétrier, le monsieur espace vert de la ville d'Antibes. Jeff nous parle concrètement des choix que la ville fait pour aménager ses jardins et les entretenir. Pourquoi il plante certaines espèces et pourquoi d'autres sont obligées de disparaître. Bonjour Jeff Ménétrier. Bonjour Florence. Jeff, dans la vraie vie, on se tutoie. Est-ce que tu m'autorises à te tutoyer Aucun problème. Ce podcast? Merci. Jeff, tu es le directeur nature, paysage et propreté. C'est une jolie appellation. En quoi ça consiste? Je suis chargé de mettre en œuvre la politique en matière d'espace vert et de propreté décidée par les élus. Donc, je m'assurer en fait de l'entretien, de l'aménagement et de la qualité de la cinquantaine de parcs et jardins qu'on a dans la ville, des 60 hectares d'espace vert urbain qu'on a sur le territoire, des 9600 arbres qu'on a, et m'assurer aussi que les 160 km de voirie soient nettoyés, propres, et qu'on offre un cadre de vie, on va dire, idéal aux habitants de la ville d'Antibes et aux visiteurs. Pour s'occuper d'autant d'espaces verts, il te faut une sacrée équipe de jardiniers. On a une équipe effectivement qui est complète. On a 96 agents aux espaces verts et à peu près 70-80 jardiniers, élagueurs, débroussailleurs. Voilà, en fait, on a des équipes en fait en fonction des spécificités des différents métiers des espaces verts. Toi qui travailles au cœur de l'environnement, comment est-ce que vous traitez ces jardins? Est-ce que vous utilisez encore des pesticides? Comment est-ce que vous travaillez? On a pris un virage depuis quelques années, depuis notamment 2017 avec l'interdiction des pesticides, et on n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis cette date-là. On a pris un vrai tournant il y a de ça 5-6 ans quand monsieur le maire et notre adjoint délégué nous ont demandé en fait de créer des nouveaux jardins. Et là, il a vraiment fallu qu'on décide d'une stratégie parce que c'était tellement impactant qu'il ne fallait pas partir dans la mauvaise direction. Donc c'est là où on s'est concerté et on a décidé effectivement de revenir en fait à des méthodes plus traditionnelles avec des jardins plus méditerranéens, adaptés au changement climatique et d'avoir des choses qui étaient des plantes méditerranéennes. Alors elles peuvent venir du monde entier, mais elles sont méditerranéennes, adaptées, elles demandent peu d'eau et cette stratégie effectivement il a fallu la faire accepter à la population. Donc on a commencé par de petits espaces et petit à petit en fait on a vu que ça prenait, que ça demandait à la fois moins d'eau et qu'on pouvait quand même faire des espaces qui étaient tout à fait fleuris, aménagés, qui rendaient en fait la même qualité d'espace qu'on avait auparavant. Et on ne s'est pas contenté en fait de créer des nouveaux jardins, c'est-à-dire qu'on réaménage aussi petit à petit nos parcs et jardins existants. Et le meilleur exemple est la Pinède. Voilà, la Pinède, il y a 20 ans, effectivement, c'était des pelouses, des fleurettes sous les pins. Et aujourd'hui, c'est un espace méditerranéen, un espace de sous-bois qui est plus naturel, mais qui est quand même, au niveau qualitatif, qui a un très bon rendu. Zéro pesticide, ça veut dire le retour des petites bêtes et des pucerons qui viennent dévorer les plantes. Ça vous le gérez comment? On le gère de plusieurs manières. Par exemple, sur les arbres, en arrêtant en fait les alignements monospécifiques qui font qu'effectivement, quand une variété d'arbres est touchée par un nuisible, en fait, on perd tous les alignements. Donc effectivement, favoriser la diversité. Ensuite, c'est revenir à des méthodes plus naturelles avec, par exemple, sur les rosiers, effectivement, pour lutter contre les pucerons, on met des coccinelles. Ça marche? Ça marche. Après, parfois, ça marche moins en fonction des températures, quand on a des printemps très chauds, très humides, etc. Donc, il faut aussi accepter que parfois, on a des années où, en termes de qualité, certains végétaux sont un petit peu moins beaux que d'autres. Mais encore une fois, en misant sur la diversité, mais en fait, on arrive à avoir des espaces qui sont toujours qualitatifs. On accompagne les plantes, on réfléchit nos plantations, on réfléchit la manière dont on aménage nos espaces, plutôt que de faire des choses qui sont hors sol et après d'essayer de les maîtriser par la chimie. Pour entretenir des espaces verts, vous avez aussi fait le choix de mettre des chevaux, des moutons. Vous avez essayé plein de choses à la ville d'Antibes. Exactement. En fait, on a eu la chance effectivement de tomber sur une association qui s'appelle Défendre Horse, qui en fait récupère des chevaux, des ânes, des équidés en général, qui ont été soit maltraités, soit qui sont en fin de vie, et qui les mettaient sur des terrains, mais de manière assez confidentielle. Et nous, quand on a fait cette rencontre, on a dit pourquoi pas en fait aller plus loin, pourquoi pas en fait, permettre à cette association de récupérer plus d'équidés et de les mettre sur des terrains qui sont plus grands. Et on voit au Samboul, dans le stade Gilbert-Auvergne, dans plusieurs terrains de la ville, en fait, que ça fonctionne. Ça nous demande, en fait, plus d'entretien, moins de pollution. C'est aussi un plaisir pour les gens du quartier qui viennent découvrir les animaux, les enfants passent, etc. Et quand on a vu que ça marchait effectivement avec les équidés, on s'est dit,
Sur d'autres terrains, on peut aussi peut-être essayer avec des moutons. Donc on a un petit troupeau de moutons, effectivement, qui va de terrain en terrain et qui marche bien. On a essayé les chèvres aussi, marche moins bien, plus difficile à cadrer, elles sautent par-dessus les clôtures, etc. Donc les chèvres, on en est un peu revenu, mais effectivement, c'est tout bénef pour la ville, c'est pas d'argent. De la nature, c'est ludique pour les gens du quartier, c'est vraiment agréable et ça se passe bien, donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on s'applique à développer de plus en plus. Donne-nous des exemples des nouvelles plantes que vous avez choisi de mettre dans les jardins, qui résistent bien à la chaleur, qui résistent bien à la sécheresse. Et est-ce que ce sont des plantes que tu pourrais conseiller à des gens qui ont des jardins ou des terrasses à Antibes ? Bien sûr, nous, on fait nos jardins aussi pour servir d'exemple, en fait, aux habitants. Alors, je pourrais vous donner tout un tas de noms de plantes. On a des tulbagias, on a des goras, on a plein de plantes qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et qui fleurissent. Et qui fleurissent. Et on a des plantes qui fleurissent tout au long de l'année, aux 4 saisons. Donc, encore une fois, faire de la diversité. On a édité des petits livrets, en fait, qui donnent des conseils pour... Qu'est-ce qu'on va planter ? Ce sont les conseils des jardiniers de la ville d'Antibes. De la ville d'Antibes. Donc c'est un travail effectivement de toute la profession. Ça s'est traduit au sein de la ville d'Antibes par la signature d'une charte, la charte du jardin méditerranéen, qui a permis effectivement d'acter un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on voit dans nos nouveaux aménagements et c'est ce qu'on conseille effectivement aux habitants de faire. On a eu un écueil à un moment, c'est vrai que par exemple, le jardin des poètes, qui est un jardin de cactés, a très bien marché et on avait plein de gens qui nous appelaient pour nous dire où est-ce que vous avez acheté vos cactus ? Je veux mettre des cactus, je veux mettre des cactus. Et on leur a dit non, attention, les cactus, ça marche bien à certains endroits, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a des embruns, parce qu'il n'y a pas d'eau, etc. Mais peut-être que ça ne marche pas partout. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans, prenez le temps de la réflexion, regardez ce qui se passe autour, ce qui marche bien dans les jardins peut-être d'à côté, quelles plantes et quels arbres vous avez autour de vous, inspirez-vous-en. Et si vous avez une question, posez-la aux jardiniers de la ville que vous croisez. Vous pouvez poser aussi aux jardiniers de la ville qui sont à disposition, vous pouvez prendre contact pour avoir ce petit livret qui vous aide. Et après, effectivement, selon les moyens, etc., que vous avez, vous pouvez aussi faire appel aux gens du paysagiste, aux gens du paysage et les paysagistes, les jardiniers qui vont aussi vous accompagner là-dedans. Tu as une idée du nombre de plantes qu'on plante chaque année en ville ? On est passé d'une stratégie où on plantait beaucoup de plantes annuelles, en fait, qui étaient changées 3 ou 4 fois par an, et où on plantait à peu près 150 000 plantes annuelles. C'est des plantes qui avaient un effet immédiat, en fait, mais qui demandaient énormément d'eau, beaucoup de travail pour les changer, en fait, 3 ou 4 fois. Donc aujourd'hui, sur la ville d'Antibes, maintenant qu'on est revenu à des plantes méditerranéennes, des plantes vivaces, on est descendu à peu près 30 000 vivaces plantées par an, et on va dire que des annuelles, on continue à en produire entre 15 et 20 000. Donc on va dire qu'on plante en vitesse de croisière, on va dire, à peu près 50 000 nouvelles plantes chaque année sur la ville d'Antibes. Tout à l'heure, tu faisais allusion aux pépiniéristes. Est-ce que dans ton domaine, il y a le principe de circuit court comme ça existe dans les cantines ? Est-ce qu'on s'approvisionne au plus près ? Est-ce qu'on essaye de s'approvisionner au plus près ? Alors, on essaye de s'approvisionner au plus près. On fait aussi appel, je veux dire, aux gens qu'on a autour. On essaie de travailler effectivement notamment avec le lycée horticole qui nous fournit une partie de notre production. On a commencé à prendre attache aussi avec la coopérative agricole. On a aussi des pépiniéristes qui sont locaux avec lesquels on travaille. Après, quand c'est ces gros aménagements qui demandent des gros volumes de plantes, malheureusement, effectivement, on a parfois du mal à pouvoir se fournir uniquement en local et on est obligé de faire appel effectivement à des structures un peu plus grosses. Mais on trouve un équilibre, on essaie de faire travailler tout le monde et si on peut privilégier effectivement les entreprises locales, bien sûr, on le fait. On a tout intérêt à le faire, sachant qu'on produit aussi une grosse partie en fait de nos vivaces au travers de notre pépinière municipale qui nous permet effectivement d'être autonome en termes de plantation, de les choisir et d'avoir la maîtrise en fait de la production jusqu'à la plantation. Quand vous avez commencé à transformer les jardins en jardins méditerranéens, forcément, il y a les pelouses de la ville qui ont disparu au fur et à mesure. Comment ça a été vécu, ça, par la population ? Bizarrement, ça a été vécu très bien. En fait, c'est une transition qui s'est faite petit à petit et on a eu très peu de plaintes. Alors, restant modeste, on espère aussi que c'est parce que les jardins qu'on avait fait méditerranéens en fait fonctionnaient bien, que les gens s'y sont retrouvés, qu'ils ont trouvé qu'effectivement c'était toujours qualitatif. Et de toute façon, cette stratégie, elle a été confortée dès 2022 en fait avec les grosses périodes de sécheresse qu'on a eues et avec les interdictions notamment de la préfecture, les interdictions totales d'arrosage qui ont abouti à quoi ? C'est qu'en fait les zones qui étaient en pelouse en fait étaient
jaunes, les plantes annuelles, on ne pouvait plus les arroser, etc. Alors qu'à contrario, en fait, nos jardins méditerranéens continuaient en fait, à vivre parfaitement, parce que les jardins méditerranéens, quand on passe au début, on voit qu'il y a un réseau de goutte à goutte. Mais en fait, ce réseau de goutte à goutte, il est là pour alimenter au début les plantes. Et au bout de 3 ans, en fait, on peut le couper. Et après, les plantes vivent toutes seules et elles sont capables de tenir un été où pendant 5 mois il ne pleut pas. Des végétaux méditerranéens sont capables de tenir. Alors, je ne vous dis pas qu'au bout des 5 mois, ils seront très luxuriants, mais c'est des jardins qui peuvent en fait se maintenir en très bon état. Ça ne les tue pas, ils ne meurent pas. Exactement, ils ne meurent pas en fait, voire même en fait, c'est des jardins en fait qui petit à petit en fait, ils vont devenir de plus en plus beaux. Les plantes vont s'implanter, elles vont grossir, elles vont faire des rejets qui eux-mêmes vont pousser, etc. Donc en fait, les jardins méditerranéens, le moment où ils sont le plus beau, c'est pas le jour de la plantation en fait, c'est 5-6 ans après, et il faut juste avoir en fait la main pour petit à petit en fait faire un petit réassort, parce que comme tout, quand on plante sur un jardin 2300, 2400 plantes avec 150 variétés différentes, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on remplace ce qui n'aurait pas marché. Voilà. Quand tu parles de jardin méditerranéen, on visualise des jardins secs, des jardins de cactés. Mais en fait, quand on fait un tour du côté du petit jardin Foch ou du jardin Courbet qui a été rebaptisé, aide-moi. Jardin Courbet, Joséphine Baker. Merci. En fait, ils sont très luxuriants, ces jardins. Ah non, mais les jardins méditerranéens, effectivement, ce n'est pas des jardins secs, arides, avec des cactus. Ce sont des jardins avec des plantes d'ici. Et ici, on n'est pas dans une région aride, on est dans une région avec un climat méditerranéen, effectivement, avec tout un tas de plantes qui sont bien vertes, bien colorées, en plus, on fait des jardins, on essaye de planter pour donner effectivement un côté un peu luxuriant, c'est ça, et apporter aussi, parce que plus on plante, au niveau des arbres, etc., pour apporter aussi une certaine fraîcheur en fait dans nos jardins et permettre aux gens effectivement d'avoir à la fois un environnement effectivement frais, mais aussi visuellement très agréable. Quand vous pensez à un jardin avec tes équipes, quand vous aménagez un jardin, comment est-ce que vous le pensez? Vous êtes paysagiste, chaque jardin a une histoire, il raconte une histoire? Alors on essaye de s'inspirer d'abord de notre environnement immédiat. Voilà, qu'est-ce qu'il y a autour? Quelle histoire raconte le quartier? Quels végétaux sont autour et qu'est-ce qui marche effectivement autour? Après, on a aussi effectivement des exigences politiques avec le maire, nos élus, qui nous disent leur vision de l'endroit en termes de fréquentation, d'usage. Est-ce qu'on met des agrès sportifs? Est-ce qu'on met une aire de jeu? Est-ce qu'on met tout ça? Donc, on doit aussi en tenir compte dans notre aménagement. On fait un condensé en fait de tous ces éléments-là et ça nous permet effectivement de proposer un premier projet qu'on soumet aux élus, qu'on soumet aussi dans les conseils de quartier. Et après, on est toujours moins bête à plusieurs que tout seul. Donc nous, on tient compte aussi des remarques qui nous sont faites, parce que parfois, dans un quartier, les gens du quartier, effectivement, le connaissent mieux que nous. Ils y résident, ils le fréquentent, etc. Donc on s'inspire de ça. Donc ça, c'est la deuxième étape, l'étape de concertation. Et une fois qu'on a pris les remarques, on essaye d'adapter et on fait des projets, en fait, dont on essaye de faire consensus, aussi bien techniquement, pour que ce soit réalisable et que ce soit viable dans le temps, financièrement, parce qu'aussi on a des enveloppes contraintes à tenir, et que ça réponde effectivement aux besoins, aux demandes de nos élus et des habitants du quartier. Et globalement, quels sont les retours ? Écoutez, nous, on a des retours très positifs. Sur les derniers jardins, par exemple, sur Val-Claré ou celui de Juan-les-Pins. Sur Val-Claré, sur le square Villemorin, on a aujourd'hui que des retours positifs. Les gens se les sont rapidement appropriés? Les gens se les approprient. C'est des endroits où parfois il y avait personne, des endroits aussi qui étaient parfois bitumés ou des friches. Ça devient des lieux de vie. D'autant plus qu'on essaye de plus en plus de coupler ces jardins avec, par exemple, on met un espace jardin parc public, à côté on y met un jardin partagé, à côté on y met un jardin d'enfants. Donc effectivement, ça devient des lieux de vie où les différentes générations se rencontrent, où des gens du même quartier qui ne s'étaient jamais vus en fait échangent et se voient. Donc effectivement, aujourd'hui, de mémoire, j'ai pas de retour négatif, d'autant plus que monsieur le maire et notre élu ont aussi décidé d'avoir une stratégie où on ferme les jardins, par exemple, de manière à ce qu'en nocturne, on n'ait pas pour la sécurité, on ne soit pas embêté, on les vidéosurveille. Donc effectivement, on offre en fait des espaces de verdure pour la journée qui sont bien, on les sécurise la nuit. Donc c'est des espaces aujourd'hui qu'on essaie de reproduire dans les différents quartiers de la ville et qui fonctionnent bien. Puisque tu parles sécurité, ils sont respectés, nos jardins ? Ils sont globalement respectés, mais on doit quand même faire face à pas mal d'incivilités. On a beaucoup de déchets.
hein, qui sont laissés dans les jardins. Voilà, ce qu'on n'a plus du tout, c'est des vols de plantes ou des choses comme ça. Non, ça se passe bien. Après, globalement, voilà, on a toujours une vision parfois un peu noire des choses parce qu'on est dedans, mais globalement, ils sont respectés, les gens en prennent soin, etc. Le rafraîchissement urbain, il vient aussi de l'eau. Est-ce que cet été, on aura accès à des fontaines? Effectivement, on a une quarantaine de bancs de fontaines qui permettent de se rafraîchir, de s'approvisionner en eau. On a aussi des fontaines, notamment la fontaine de la place de Gaulle, hein, qui permet aux gens de se rafraîchir et qui offre un peu de fraîcheur. Par contre, on a dû couper pour l'essentiel les fontaines en fait, qui étaient en circuit ouvert, en fait, avec la déperdition d'eau constante, parce que l'eau aujourd'hui c'est un bien trop important pour qu'en continu on la gaspille, mais les fontaines en circuit fermé, effectivement, on essaye de les rouvrir et de les maintenir de manière à offrir quelques îlots de fraîcheur en complément des jardins aux habitants. Jeff, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur les arbres, parce que c'est important. Combien d'arbres on plante chaque année à Antibes? Alors c'est très variable selon les années. Depuis 2020, on a planté de mémoire à peu près 2400 arbres. Donc on a eu une grosse opération en 2023 qui était un arbre, un enfant. Donc on a planté 1076 arbres cette année-là. L'année dernière, on en a planté 400. Il y a des années où on en plante 180. Voilà. Donc c'est variable aussi en fonction des grands projets qu'on mène, hein, des projets d'aménagement, etc. Et en ce qui concerne l'arbre, donc on s'est lancé sur le recensement de tous nos arbres. Donc chaque arbre de la ville d'Antibes a une carte d'identité avec, on sait, voilà, l'âge qu'il a, la taille qu'il a, le référencement, la variété. On a 9680 arbres d'alignement sur la ville d'Antibes actuellement, hors forêt qu'on a notamment au nord. Et en fait, ce recensement, ça nous permet aussi de planifier nos opérations d'entretien, nos opérations de contrôle aussi, parce que ces arbres, en fait, ils doivent être contrôlés pour assurer la sécurité des gens. Donc on fait appel à un cabinet d'expertise indépendant qui vient effectivement, qui nous fait des contrôles. Quand il y a un doute, on fait des opérations de traction des arbres, en fait, des calculs de résistance pour voir s'il est pérenne ou s'il n'est pas pérenne. Quand vous coupez un arbre, que vous abattez un arbre, on a souvent des réactions fortes, hein, la population réagit. Vous coupez jamais un arbre par plaisir de couper un arbre? Non, on ne coupe jamais un arbre par plaisir, c'est la dernière extrémité. On perd chaque année entre 100 et 200 arbres, et l'immense majorité en fait, des arbres, c'est des arbres qui s'abattent tout seuls. Il y a deux raisons valables qui font qu'aujourd'hui on peut abattre des arbres. C'est qu'ils présentent un danger pour la population. Donc là, effectivement, on ne réfléchit pas, hein, on le fait. Après expertise, etc. Et après, effectivement, il y a certains projets d'aménagement d'ampleur qui nécessitent effectivement certains abattages. Mais deux choses. Un, c'est la dernière extrémité. C'est vraiment quand on ne peut pas en fait, modifier le projet pour ça. Et après, on replante de manière massive. Comme je vous ai dit, on est entre 100 et 200 abattages par an pour des replantations qui vont jusqu'à 1000 sujets. En fait, on est dans une dynamique de verdissement en fait, de la ville et pas dans une dynamique d'appauvrissement, sachant qu'en plus, qu'on soit clair, on a des variétés d'arbres qui étaient très à la mode et très bien pour une certaine époque, mais qui aujourd'hui, avec le changement climatique, avec les grosses périodes de sécheresse, on a des arbres comme les platanes, par exemple, qui sont des arbres qui aujourd'hui sont des arbres emblématiques, hein, et qu'on conserve et qu'on essaye, mais qui souffrent énormément de nos longues périodes de sécheresse, qui sont aussi attaqués, par exemple, par le chancre du platane. On a aussi des petits nuisibles comme le Xyloscindrus qui attaquent, etc. Donc effectivement, on est appelé aussi à renouveler notre palette végétale. À la place, on met quoi? Alors, on met beaucoup. On met des jacarandas, par exemple. On continue à planter... Jacaranda, ça fleurit. Hein, ça fleurit en violet à une certaine époque. On continue à planter des micocouliers. On met des camphriers. En fait, on a travaillé avec l'INRA sur une liste d'arbres d'avenir, des arbres que les scientifiques de l'INRA nous conseillaient pour leur qualité, effectivement, de résistance, à la fois aux périodes de sécheresse et aux nuisibles. Et on essaie de s'en inspirer pour, effectivement, faire des plantations avec des arbres qui offrent les mêmes qualités en termes de rapidité de pousse, de hauteur, de qualité intrinsèque, de beauté, de couvert végétal. Souvent, quand on crée un nouveau jardin, le reproche qui nous est fait, qui est fait au service, c'est de planter des arbres qui ne sont pas feuillus, qui ne font pas encore suffisamment d'ombre. Alors, effectivement, entre caduc et persistant, il y a un grand débat. On essaye de s'adapter au site. Déjà, dans nos alignements, on essaye de varier effectivement les caducs et les persistants. Et après, on essaye aussi de varier en fonction de la topologie de l'endroit. C'est-à-dire qu'on a des endroits qui sont déjà assez à l'ombre et où l'hiver, des places où il fait très froid. Donc, on a plutôt tendance effectivement à mettre des caducs. Et après, les persistants aux endroits où effectivement il
fait relativement chaud et où c'est adapté. Donc ce qu'il faut, c'est mixer un peu ces deux types d'arbres. Et puis ce qu'il faut que tu nous dises aussi, c'est qu'on ne plante pas un arbre à n'importe quel âge. On ne plante pas un arbre qui est déjà adulte. On essaye effectivement, on a toujours envie en fait de planter des grands arbres dès le début. Ce qu'il faut savoir, c'est plus l'arbre, on le plante grand au début, et plus il va avoir de difficultés à s'implanter, et plus il va mettre de temps à grandir et à se développer, parce qu'il y a un phénomène en fait en pépinière, en fait, son système racinaire va avoir tendance à chignonner. Donc après, quand on le plante, effectivement, pour que les racines, pour qu'elles se remettent dans le bon sens de la marche, elles vont mettre du temps, voire des fois elles vont jamais le faire. Donc c'est des arbres qui peuvent être en plus potentiellement dangereux à un jour. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre, de prendre des arbres qui soient quand même jeunes et qui après en fait vont très rapidement se développer. Au bout de combien de temps ? Ça dépend de la variété. On a des arbres qui vont mettre des années à se développer, mais qui après vont être magnifiques. Et des arbres qui vont, on les suit de près. Après, vous plantez un eucalyptus et vous allez voir que l'eucalyptus va se développer très très vite. Et après, d'autres types d'arbres vous plantez un ginkgo biloba, il va mettre beaucoup de temps à se développer. Mais c'est les spécificités des arbres. Et après, on a un exemple frappant, c'est justement dans le jardin des eucalyptus. On avait planté, en fait, on a eu 2 groupes d'arbres, des arbres qui étaient assez anciens, qui avaient une 50aine d'années, qu'on a plantés, et des tout jeunes. Vous allez là-bas et vous allez voir que les tout jeunes, en fait, sont beaucoup plus hauts aujourd'hui que les arbres qui avaient un certain âge. Donc ça nous renforce dans notre idée, effectivement, de planter plutôt des arbres jeunes. On sait quel est l'arbre le plus vieux de la ville ? On pense savoir quel est l'arbre le plus vieux. En fait, les arbres les plus vieux sur la ville, c'est les oliviers. C'est des arbres qui sont multicentenaires. D'ailleurs, dans la commune à côté, je crois que c'est à Aise, on a l'arbre le plus vieux de France, qui a quasiment 2000 ans. Nous, plus modestement, on a un magnifique olivier qui est dans le centre des colonnes, dans le potager des colonnes, dont on pense qu'il a plus de 1000 ans. Voilà, c'est l'arbre le plus vieux de la ville d'Antibes. Après, les oliviers, ils ont vraiment cette spécificité-là. Après, on est sur des arbres qu'on a plantés, le micocoulier, platane, etc., qui ont plutôt une durée de vie qui dépasse rarement les 120, 140 ans. C'est des arbres qui ont une centaine d'années et qui n'ont pas vocation à être millénaires, quoi. Et est-ce qu'il y a une variété d'arbres qui est estampillée antiboise ? Alors, on a 2 choses. On a un arbre qui est vraiment endémique, c'était l'olivier blanquetier, qui a une petite olive blanche et qui est vraiment propre à Antibes et qu'on a réintroduit dernièrement dans le parc de l'Estagnol. Donc on a fait une dizaine de plantations. Et après, on a une plante qui est endémique d'Antibes, c'est la garoupe, qui est une petite plante, effectivement, avec des fleurs jaunes. Donc, on a quelques variétés, effectivement, sur le Cap, et notamment dans la Villa Hélène Rock, à un endroit, on en a 2. Voilà, c'est un peu les 2 variétés qui sont estampillées et propres à Antibes. Merci beaucoup, Jeff. Ouais, merci, Florence. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.